OK, on ne veut pas parler de culpabilité parce que l'Église a parlé trop de culpabilité. Mais quand même, on doit se sentir un minimum responsable de l'enfant qui meurt, des personnes qui essayent de traverser la Méditerranée. On doit se sentir responsable. Sinon, on ne peut pas agir. Si on ne se sent pas responsable, on n'agit pas. En espérance. En espérance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En Espérance, un podcast coproduit par Regard Protestant et la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise. Je m'appelle Marie Sénèque et avec Nicolas Lutti, nous sommes tous les deux engagés dans la transition écologique et sociale. Et nous avons envie de vous faire entendre les voix de personnes qui luttent pour toujours plus de justice, de spiritualité et qui nous aident à ne pas désespérer de l'humanité. Pour faire connaissance avec ces témoins d'espérance, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute, lisez notre newsletter sur Substack ou rejoignez le serveur Discord des podcasts de Regard Protestant. Vous pourrez y discuter avec d'autres auditeuristes des sujets qui nous animent. Les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. Pour ma première interview, j'ai le plaisir de vous faire connaître Inès Calstas. Elle a grandi en Uruguay sous la dictature, est partie à Calcutta et travaille aujourd'hui pour l'Église catholique de Genève à la pastorale des milieux ouverts. La PMO accueille des personnes dans la grande précarité, alors que notre société les marginalise, considère que dormir sous une tente dans l'espace public est illégal, ces personnes vivent l'exclusion quotidienne. Inès et son équipe leur donnent la parole, écoutent leurs besoins et leurs envies de donner. Dans cet épisode, vous entendrez parler du point de départ de cette aventure. Le besoin de femmes d'avoir un temps sous la douche pour se laver les cheveux, la réussite d'enfants rescolarisés, la période Covid où on devait rester chez soi, vécue par des gens qui n'ont pas de chez soi. Un jardin de paroisse revitalisé, à l'image de la vie des personnes qui le cultivent. Inès est imprégnée de la théologie de la libération sud-américaine et croit en un Dieu qui agit aujourd'hui, capable de transformation si on lui donne la place. Alors je vous souhaite une bonne écoute en laissant une place à la rencontre. Salut Inès. Salut Nicolas. J'ai le plaisir de venir dans ton nouveau bureau, un de tes 2 bureaux, qui est à la paroisse du Sacré-Cœur. Tu y es installé puisque après l'incendie qui a eu lieu ici, dans cette église à Genève au bord de la plaine de Plainpalais, le bâtiment a été refait. Et maintenant, dans cette, en plus de l'église, mais cette maison diocésaine, tu as un bureau. Oui, c'est ça. On a un bureau. On appréhendait beaucoup venir ici, mais à la fin, c'est pas si mal. Les personnes, c'est des beaux bureaux, des très beaux bureaux, et du coup, les personnes se sentent très accueillies, les personnes qu'on accueille nous normalement, et ils se sentent, je ne sais pas, comme si on leur donnait à goûter un peu de luxe. Donc, c'est très, très beau. Oui, ces personnes-là, donc de ton ministère qu'on appelle la PMO, la pastorale des milieux ouverts, c'est des gens, comment tu dis, sans-abri, dans la grande précarité. Oui, c'est ça. C'est des personnes qui connaissent la grande précarité, l'exclusion sociale, et que pour beaucoup sont en situation de rue, surtout. Donc, être accueillis ici avec un beau cappuccino et avec des endroits, ouais, ça fait du bien. Mais je m'attendais pas. Vraiment, ça m'a surpris et je suis vraiment contente de m'avoir laissé embarquer par mes supérieurs et d'avoir un bureau ici. Et nous, on s'est rencontrés dans l'autre bureau que tu as à Genève, il y a à peu près 10 ans, quand j'étais pasteur à la paroisse de la Servette, qui était de la région centre-ville, rive droite. On s'est croisés là. C'est ça. Et l'autre bureau, c'est quand même notre siège. C'est notre maison, c'est la paroisse protestante de Montbriand, où on a l'atelier de couture, le jardin et où les personnes se sentent à la maison. Ici, on se sent accueillis. Là-bas, on se sent à la maison. C'est la différence. Et pour des gens de la rue, ils font cette double expérience, quoi. C'est ça. Leur maison et de se sentir accueillis. C'est exactement ça. Là-bas, on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets. Je veux dire, on peut faire...
Et ici, on se sent accueilli. Et ici, il y a un espace de confidentialité qu'à Montbriand, il n'y a plus parce que comme on se sent à la maison, personne frappe à la porte quand il y a une porte fermée. Et il y a cette familiarité et en contrepartie, il n'y a pas la confidentialité. Tandis qu'ici, on sait que quand on est reçu ici, il y a une seule personne à la fois. Mais quand j'étais pasteur justement dans cette région, je me souviens que dans le centre paroissial de la Servette, tous les lundis, tu arrivais avec ta foule de paroissiennes et paroissiens. Ça s'appelait l'Oasis. Et ouais, on peut dire que ça mettait de la vie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire de l'Oasis ? Alors, l'Oasis a été une très, très belle expérience et qu'on a créée avec un diacre protestant. Et la PMO n'est pas œcuménique. L'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quand plus des deux églises chrétiennes travaillent ensemble, on va dire. Et dans ce cas, c'était les protestants et les catholiques. C'était une très belle expérience. C'était l'initiative d'un diacre protestant. Et la PMO est une structure catholique, mais toujours à collaborer et travailler avec les protestants. Le diacre avait remarqué qu'il y avait des femmes qui mendiaient au coin de la rue, entre la rue Bente et la Servette. Et il m'a invité pour boire un café avec ces dames-là. Certaines, je les connaissais, d'autres non. Et on a parlé des problèmes des douches. Comme on sait bien, il y a des femmes qui ont des longs cheveux et qui prennent soin de eux malgré les situations difficiles. Et c'est clair que l'espace douche ne prévoyait pas des douches plus longues pour des femmes avec longs cheveux, avec beaucoup de soins. Et du coup, elles se sentaient un peu frustrées dans ça. Et c'est né des cheveux des femmes. Et du coup, avec Philippe Rohr, on a vu qu'à la Servette, il y avait un espace douche qui n'était pas utilisé. Et c'est de là qu'est né l'Oasis, de l'idée de faire un moment, une halte. Et ça a commencé avec des femmes, jusqu'à qu'un homme est venu et qui a dit « Mais moi, je veux être partie de l'aventure ». J'adore ce commencement qui part de quelque chose d'extrêmement pratique. Le point d'eau à Genève, qui offre des douches pour les gens de la rue, eh bien, n'a pas ce temps pour des femmes qui se lavent les cheveux. Et de là est partie toute une aventure. Exactement. C'est tout ce que c'est la PMO est né des situations des personnes. C'est pas moi qui a eu des idées magnifiques, ni que Dieu me parle, ni tout est tout né de tout ce qu'on fait. Et il n'y a rien qui est de moi. Moi, j'aime dire que je suis une facilitatrice. J'aimerais mettre dans mon titre facilitatrice. Ouais, ils viennent avec des idées et des fois je dis « Oulala, est-ce qu'on va pouvoir le faire ?» Et c'est là où je mets les choses dans les mains de Dieu. Mais sinon, moi, je suis juste une facilitatrice. Les idées viennent des personnes concernées, des personnes de la rue. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Actuellement, on a une stagiaire qui a mis dans son travail, on ne peut pas dire une faute, mais c'est parler avant de participants. J'ai rayé quand les stagiaires faisaient les rapports d'activité bénéficiaire. J'ai dit c'est participants et elle a mis partenaire. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé qu'elle fasse, on va dire, cette erreur linguistique ou quelque chose comme ça et qu'il n'est pas. Et je l'ai laissé et je l'ai félicité. Et on a fait un travail sur le mot partenaire. Et je pense que pour la PMO, ça s'ajuste bien. Le fait que les personnes de la rue, c'est des partenaires. On fait quelque chose ensemble. Les personnes disent « Ah, mais vous êtes combien dans l'équipe ?» On n'est pas beaucoup parce que les personnes de la rue prennent des responsabilités. Et ça, je trouve que c'est très important à remarquer. C'est notre saut. Et on va revenir là-dessus. Mais peut-être juste avant que tu nous dises ton parcours, qui a débuté en Uruguay, qui est passé par Calcutta et maintenant à Genève, je vais te poser cette question rituelle qu'on pose à chacune de nos partenaires, puisque le nom du podcast est En Espérance. Quelle est ta plus grande source d'espérance ? Mais moi, je suis tombée dans la marmite de ce Dieu qui agit dans nos vies depuis tout petite. J'ai grandi en Uruguay, il y avait la dictature. Quand on est petit, on ne comprend pas.
Mais on sent bien qu'il y a des choses difficiles qu'on ne peut pas parler et que les personnes ont très peur. Et nous, dans notre quartier et dans notre rue, il y avait des amis à nous qui avaient leurs parents qui étaient en prison, mais personne ne parlait, tout le monde savait, je ne sais pas. Ma maman m'expliquait beaucoup, elle était psychologue, elle voulait toujours me parler des choses. Mais ces enfants-là ne pouvaient pas aller partout et dans toutes les maisons, pas toutes les amies voulaient laisser, tous les parents ne voulaient pas laisser les enfants aller jouer avec eux. Donc on comprenait que c'était vraiment difficile. Mais surtout, régulièrement, il y avait les militaires qui fermaient la rue pour prendre le grand-père pour l'amener pour des interrogatoires. Donc ça, on avait tous la consigne de nos parents que dès que les militaires arrivaient, on devait partir. On devait rentrer chez nous ou dans les maisons. Mais une fois, avec une amie, je ne sais pas si on était trop prise dans le jeu ou tout d'un coup, on voit un militaire dans mon jardin qui dit « ne bougez pas ». Et on a vu le grand-père sortir cagoulé. Et face à cette ambiance qu'on n'a jamais osé dire à nos parents ce qui s'était passé parce qu'on avait peur d'être grondés. Jusqu'à il y a peu de temps que je suis allée en Uruguay, j'ai dit « Mais Lénie, c'est un rêve ou c'est vraiment ça ?» Elle m'a dit. Et j'ai dit « Mais toi, tu as parlé à la maison ?» Seulement des années après, on s'est avoué qu'on n'a plus jamais parlé entre nous, ni dans nos familles. Donc, cette ambiance qui était lourde, comme j'avais 8 ans, 9 ans quand c'est passé ça, à l'église, à la paroisse, il y avait des personnes qui parlaient, et les prêtres qui parlaient, et des laïcs qui s'engageaient contre la dictature, et ils savaient une parole libre en tous les sens. Mais pas seulement contre la dictature, ils savaient, moi j'avais la sensation qu'ils n'avaient pas peur de parler. Même de parler des choses humaines ou des choses comme ça. Il y avait par exemple une restriction que plus de 4 personnes étaient interdites, c'était subversif parce que plus de 4 personnes, ça veut dire qu'on est en train de menacer quelque chose contre le gouvernement. Et je veux dire, à la paroisse, il y avait toujours plus de 4 personnes. Et on voyait des fois les militaires arriver, amener le curé. Comme ils étaient catholiques aussi, ils s'attendaient la fin de la messe ou ils s'attendaient la fin de la catéchèse pour prendre les personnes. Et eux, ils partaient la tête haute, sans problème. Moi, je voulais avoir leur force, je veux dire, cette liberté, mais elle m'a inspirée, mais je voulais avoir la même chose. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à l'église et après, j'ai eu des parcours un peu plus ou moins charismatiques, mais ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'a touchée énormément et que je pense que Dieu m'a écoutée et qui m'a fait partie de son alliance. Je pense que ce désir en moi était si grand que le bon Dieu a dit « Ok, on va lui donner ça à cette fille ». Et il a été généreux avec toi. Il a été très généreux avec moi, vraiment très, très généreux avec moi. Et il y a des histoires incroyables. Je me rappelle, ma maman est décédée quand j'avais 21 ans. Et je me rappelle de cette chose. J'étais en train de m'assoupir, ma mère était en train de mourir. Et j'ai eu une révélation que je suis venue et me disait « Je ne peux pas la prendre si tu ne me donnes pas ton accord ». Et je me rappelle de cette histoire que je me suis réveillée. J'ai dit « Elle est en train de mourir ». J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Je suis en train de devenir folle. Et je suis allée vers elle et je l'ai laissée partir. Mais je me rappelle de cette histoire que quelqu'un m'a réveillée pour me dire « Je ne peux pas te la prendre si tu ne me donnes pas ». Jusqu'à ce moment-là, Dieu a été délicat avec moi. Et vraiment, vraiment autant que quand j'étais à Calcutta dont tu parles. Et vraiment, j'étais avec ces enfants-là, avec une malnutrition incroyable, avec des enfants qui devaient avoir 4 ans, mais qui n'étaient pas plus grands que des bébés à cause de la malnutrition et criaient de douleur parce que la faim fait mal. Et là, je me suis dit, c'est le texte biblique qui dit qu'il connaît tous les cheveux qu'il y a sur notre tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce Dieu qui laisse ça? Je pense que ça a été la plus grande révolte que j'ai connue dans ma vie. Et là, je me suis dit, mais Dieu m'a pris. Je ne peux pas nier Dieu à cause de que je vois ces enfants-là en malnutrition. Et là, je me suis rendu compte
que plus jamais je pourrais renier Dieu, que Dieu était en moi et que j'ai beaucoup de questions et c'est pour ça que j'aime beaucoup le théologien péruvien qui vient de décéder de la théologie de la libération, qui a dit qu'il avait noté dans son carnet toutes les questions qu'il allait demander à Dieu quand il allait mourir. Et je pense qu'une, c'est ça. Mais là, je me suis rendu compte que Dieu m'avait pris, qu'il avait pris tout mon être. Et j'entends vraiment que le Dieu auquel tu crois est vraiment un Dieu qui s'est inscrit dans ta vie, quoi. Dans ce même concret de ces femmes qui ont besoin de temps pour se laver les cheveux. Et pour toi, c'est le concret de ta vie, d'une naissance dans un contexte de dictature, d'un appel, d'un voyage à Calcutta pour aller auprès des plus pauvres. Et c'est ça qui façonne ta foi et qui façonne aussi qui tu es aujourd'hui et ton engagement actuel. Et surtout, justement, ces femmes et ces hommes et ces enfants qui te donnent autant, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui te révèle dans la nuit et te réveille parce que ta maman est en train de mourir, mais aussi te parle à travers les autres personnes. Et ça, les modèles comme les modèles des prêtres, des sœurs ou des laïcs engagés dans un service incroyable dans des bidonvilles, mais en Uruguay, mais aussi à Calcutta, même si des fois on aimerait autre chose. Mais je veux dire aussi les personnes que je côtoie de la rue qui te renvoient un Dieu concret qui travaille dans leur vie, qui est là et que eux ils ont une foi et ils ont une vie spirituelle à laquelle on devrait être à genoux. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Et même si des fois je dis non, mais Inès, tu es en train de devenir bourgeoise parce que tu ne veux plus combattre. Mais quand tu es avec leur vie spirituelle et quand on voit la vie spirituelle que toutes ces personnes ont, je dis mais qu'est-ce qu'on fait les dimanches et quand on prêche? On devrait écouter ces personnes et de leur donner plus de place. Parce que c'est quelque chose qui parle au cœur, qui parle aux tripes, c'est une parole qui transforme. Quand tu nous parles de ces personnes-là, de la rue, dans cette grande précarité, tous les auditeuristes n'ont peut-être pas la compréhension de quoi est fait leur quotidien et leur vie. Est-ce que tu peux un petit peu, avec ton regard, en les ayant écoutés, rencontrés, nous décrire un peu à quoi ressemble leur quotidien? Je te mets l'exemple d'une personne qui parle quand elle était dans la rue. Maintenant, elle n'est plus dans la rue. Elle s'appelle Maria. Elle était dans la rue. Elle disait « Dieu, fais que toi-même, tu sois la maison pour me protéger. » Et après ça, j'ai entendu ça et j'ai dit « Oh, c'est beau. » Après que les choses vont comme ça, je lis le psaume « Tu es mon refuge. » Et j'ai dit « Mais c'est ça. C'est ça. Est-ce que moi, je peux dire à Dieu tu es mon refuge avec la même force que Maria qui est au bord de l'Arve avec les rats qui passent et tous les problèmes d'être dans la rue, une femme, une jeune femme. Est-ce que j'ai la foi de dire Dieu, t'es mon refuge, t'es ma maison? Et c'est là où tu dis oh mon Dieu, cette fille, elle est incroyable. Elle n'est pas incroyable parce qu'elle est parfaite et sainte. Elle est incroyable parce qu'elle a cette foi-là. Et ça, on a envie de l'avoir. J'aime beaucoup comme tu te laisses toucher par elles et eux. Comme ça te fait travailler aussi. Il y a cette partie d'écoute, puis il y a cette partie, peut-être pour entrer plus précisément dans tes actions au sein de la pastorale des milieux ouverts, il y a aussi toutes ces occasions de les rencontrer et puis d'être avec eux. Est-ce que tu peux un peu décrire concrètement quelles sont vos actions et vos programmes au sein de la PMO? Des choses très concrètes, comme actuellement on n'a qu'un jardin potager. À un moment, on a eu 3. Les autres 2 paroisses vont être démolies pour des projets immobiliers. Donc, on n'a qu'un projet de jardin potager où les personnes viennent toutes les semaines et on a réussi à avoir une professionnelle qui vient et qui coach ça. Donc, en hiver, ils font plus de travail avec les branches de sol et font des palissades ou des décorations et des choses comme ça. Et on a ce jardin potager où les personnes viennent et ils travaillent. Et la terre, ils plantent. Ça a été très important. On se rappelait mercredi dernier, Moussa, que tu connais bien, a voulu raconter à Rachel que pendant le Covid, on a resté ouvert
et qu'on a planté beaucoup de choses. On a fait plein de plantons partout, parce que c'était une forme de croire à l'espérance. Et Moussa a voulu le raconter l'autre jour et j'ai trouvé vraiment très chou de dire ça. Et presque les autres personnes qui n'étaient pas avec nous, ils ont trouvé dommage d'avoir vécu le Covid quelque autre part qu'à Montbriand. Il y avait un qui a dit « Ah, mais c'était génial alors chez vous !» Mais je me rappelle de ces quantités de plantons, c'était incroyable. Et Moussa qui se rappelle de ça, j'étais vraiment très, très touchée. Ah, c'est magnifique comme témoignage d'espérance, ouais. Pour cette période Covid qui a été vraiment très difficile pour notre société et compliquée pour plein de foyers. Et aussi cette découverte des gens de la rue ou des gens en précarité, ça a été un choc médiatique à Genève notamment pour des distributions de paniers. Et puis pour les gens de la rue, justement, ce fameux point d'eau avait fermé. Ouais. Et toi, tu as réussi à avoir une structure qui puisse continuer d'exister pendant le Covid et les accompagner alors que tous leurs repères, tous les autres lieux étaient fermés. Ouais, ça a été vraiment, et ça je remercie parce que le canton et la ville a fait beaucoup à cette époque-là et on était en contact avec Médecins sans frontières qui coachaient. Je veux dire, il y avait un côté inconscient de ma part et que j'ai cru. Je veux dire, c'était très concret, même si je me suis sentie tout le long de cette période-là habitée par une force qui disait « vas-y ». J'avais très, très, très peur, mais j'avais une force qui me disait « vas-y, crois ». Et en même temps, on était coachés par Médecins sans frontières avec des consignes très strictes et on a suivi ça. On a été protégés par Dieu, mais on a fait le nécessaire aussi pour ne pas avoir des problèmes de santé au sein de notre structure. Ça s'est fait en lien avec l'État, c'est ça. Toutes ces institutions étatiques. Mais aussi l'atelier de couture qui peinait à prendre force à cette époque-là. On se rappelle que tout au commencement, il n'y avait pas de masque et qui coûtait 5 francs le masque et je ne sais pas combien de choses. Et l'atelier de couture s'est mis à faire des masques et en quelques mois, ils ont fait 1000 masques. Bon, les premiers étaient vraiment pour... mais après, tout le monde a appris et ça, c'était incroyable. C'est avec des tissus, on a fait l'énorme AFNOR. Bon, bref, c'était impressionnant. Ah, je m'en souviens, je t'en avais acheté quelques-uns et j'étais très heureux d'avoir des masques réutilisables qu'on pouvait passer à la machine. Ouais. C'est ça. Donc voilà, tu étais en train justement de nous découvrir ces activités. Il y a le mot qui pousse le jardin, il y a l'atelier couture et qui s'appelle Plus d'un tour dans mon sac. Et donc, qu'on relève des défis comme de faire des lingettes pour une marque de cosmétiques, Grandchette Switzerland. Et on a fait des cadeaux de Noël l'année passée pour les tirelires de Noël pour les hôpitaux de Genève, via les aumôneries des hôpitaux. On relève des défis. Ça, c'est les choses, on va dire, comme ça, de travail. Et après, on donne des bénévoles pour des structures de quartier et pour des paroisses. Des choses un peu, des travaux ponctuels. Comme l'aide pour les repas à la cuisine. Pour les repas à la cuisine, pour nettoyer les WC dans les villes et à vous, pour monter des tentes. On donne des coups de main comme ça. Et on essaye d'aller après dans les repas parce qu'on sait bien qu'à Genève, les bénévoles, c'est des vaches sacrées. Donc après, ils sont invités à des repas avec les autorités et du coup, ça marche super bien. Donc ça, c'est les 3 endroits où les personnes peuvent donner ce qu'ils savent faire. Ça aussi, c'est né des cercles de conversation où les personnes qui sont à la rue ne veulent pas être considérées juste des assistés ou des personnes de bon à rien parce qu'ils savent beaucoup de choses, ils ont beaucoup de compétences et ils veulent les mettre au profit de toute la société. Et ça, c'est très important à le dire et à le souligner parce qu'on les voit généralement avec l'idée de qu'ils veulent profiter du système. Et chez moi, tout le monde vient et dit « mais moi, je veux travailler, je veux faire quelque chose ». Et donc, on invente des choses comme ça. Et après, on travaille avec les avocats parce que vivre à la rue ou vivre en grande précarité, c'est vivre presque dans une illégalité.
On sait bien que mendier, c'est pénal. On fait la prison pour ça. Mais ne pas payer son billet de bus aussi, c'est pénal. Se laver dans une fontaine publique, c'est pénal. Et mettre une tente dans un parc, c'est pénal. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à la prison à des personnes qui sont juste là parce qu'ils sont dans une grande précarité. Tout ça, on travaille avec des avocats. On travaille vraiment en étroite collaboration avec le service de contravention et maintenant, ce qui a vraiment été le SAPEM, le SRSP, et qui a changé de nom. Donc, on travaille justement pour éviter la prison et que les personnes de la rue aussi bénéficient de travail d'intérêt général ou de surveillance électronique pour toujours éviter la prison. Ça, c'est un grand travail de plaidoyer qu'on a. Et aussi, les avocats les accompagnent aussi dans d'autres choses pénales un peu moins drôles, comme des petits vols ou comme des choses comme ça. On essaye que tout le monde à la rue puisse avoir les mêmes possibilités que les autres personnes d'avoir accès à la défense. On sait bien que dans les peines courtes, c'est où il y a le plus d'erreurs judiciaires. Ça, c'est étudié, c'est pas moi qui le dis, il y a une thèse sur ça. Donc, c'est important qu'il y ait des présences d'avocats, même pour ce qu'on appelle les peines courtes. C'est important. J'ai envie de dire, c'est aussi un service qu'on offre à la société tout entière parce qu'on sait que la prison, ça coûte très cher ici à Genève et que la personne qui passe par la case prison est détruite de beaucoup de manières. Et ça nous fait du bien à nous tous, qu'au lieu d'aller en prison, quelqu'un fasse un travail d'intérêt général. C'est un bénéfice souvent invisible ou inconscient et vraiment merci de pouvoir mettre les mots et partager ton expérience. Et l'autre chose qu'on fait, c'est quelque chose qui est venu grâce à que je vieillis, c'est qu'avant, les personnes qui participaient à la PMO étaient des jeunes qui sont devenus parents. Et du coup, on accompagne cette marmaille-là à la scolarisation et on essaye que cette scolarisation soit le plus... que ce soit une très, très belle expérience. On sait bien que beaucoup de ces familles-là ont une expérience des institutions très douloureuse où l'école a permis d'enlever des enfants à des familles et à une autre époque. Donc, c'est important de réparer cette image de l'école. Moi, j'adore, une fois, je prenais le train à 7h29, donc je suis dans le bus à 7h20, je rencontre un des enfants, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il a 11 ans, donc il peut aller à l'école seul. Elle m'a dit, non, les filles prennent trop de temps pour se coiffer et moi, je veux aller jouer avec mes copains à l'école. Et j'ai dit, là, c'est gagné. Parce que quand on va à 7h30 à l'école pour retrouver ses copains, ça veut dire qu'on est plus que bien à l'école. Ouais, quel travail. Et puis, pour t'avoir vu en action, je vois, tu as aussi beaucoup travaillé le lien pour en arriver là, pour pouvoir avoir des paroles, un accompagnement, parfois remettre du calme. Et je trouve que tu te sens à l'aise. Tu m'as même dit une fois, je crois, que tu te sentais en famille. Ça, c'est tout le monde qui dit que je suis la bunica ou la... La bunica? La bunica, c'est la grand-mère. Donc oui, pour les Roms, je suis à l'âge d'être grand-mère. Mais tout le monde, évidemment qu'il y a des choses qui nous sont liées énormément. On a fait des randonnées dans le Jura, mais aussi on a participé à des naissances et à des enterrements. Et donc, c'est quelque chose qui nous lie profondément, tout ça. Et c'est clair qu'on devient partie d'une famille. Et évidemment. Et puis tout ce que tu nous fais entendre de cette réalité-là qui est invisibilisée dans le quotidien des autres, pas que genevois et genevoises, mais plus largement, ça s'inscrit aussi dans un mouvement plus global, ce que tu essayes de faire. Puisque ce podcast traite de la transition écologique et sociale, il y a aussi une volonté d'être en transition, en transformation, de changer des rapports de pouvoir. Tu nous parlais justement de ces cercles où tu les écoutes. Est-ce que ce serait pas aussi un de ces leviers de transformation ?
Oui, après, bien sûr qu'on peut dire que c'est un levier de transformation parce qu'on écoute des personnes qui, pour la société, sont inaudibles et qui ont beaucoup à donner et à dire. Moi, je dis toujours, c'est dommage que Genève, parce que c'est où je travaille, se prive de cette richesse. Et c'est clair que si on les écoutait, on les entendait, et ils ont des idées magnifiques. Tu peux nous en donner quelques-unes? Mais justement, par exemple, le jardin potager, c'est quelque chose qui est né de eux. Et quand on voit que les voisins peuvent profiter des framboises et des herbes aromatiques, je me dis qu'on n'a pas changé l'écologie à Genève. Mais quand même, si tous les jardins semi-morts, comme c'était cette partie-là de Montbriand, on a travaillé la terre en plus, on a pu sortir les pierres. Avec les pierres, on est en train de faire des décorations du jardin. On l'alimente, on sème, on la nourrit. Je veux dire, c'est tout ça qui est une image de ce qu'on pourrait faire à plus grande échelle. C'est quelque chose de petit et en même temps qui donne importance à chaque chose parce que depuis qu'on est là, il y a un hérisson. Je veux dire, c'est tous des petits détails ou des clins d'œil qui disent « Bah si, c'est bon, on peut cultiver des légumes anciennes, on peut faire des choses très belles avec peu de choses. » Et ça, je pense que c'est plutôt dans l'ordre de l'espérance que dans l'ordre de vraiment de la transformation. Genève peut vivre sans mot qui pousse et sans la PMO et personne ne va se rendre compte ou peu de personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus dans l'ordre de l'espérance, dans l'ordre de dire c'est possible, vas-y, engage-toi. Et c'est clair que c'est pas tous les jours facile et que les problèmes sont des fois trop grands pour nos épaules et même si on les partage et même si on est là, c'est vraiment des choses structurelles et des structures qui font mal et qui broient les personnes. Mais je pense que quand tu me fais parler de l'atelier de couture ou de mots qui poussent, c'est justement ça donne quand même. Ça vaut la peine, vas-y. Ouais, et c'est bon à entendre et l'espérance comme ça, elle se partage. C'était aussi notre choix de se focusser sur l'espérance, sans nier la réalité de notre monde, mais faire le choix d'avoir des témoignages comme les tiens aussi. Tu parlais de structure, c'est vrai que dans l'Église catholique, alors tu m'as appris qu'on ne dit plus la doctrine sociale de l'Église, mais l'enseignement social. J'avoue que sur les questions de genre, je ne me sens pas très en accord avec ce conservatisme. En revanche, sur la pauvreté, mais quelle perle est-ce qu'il y a, quoi. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup. J'ai envie de dire, ils sont dans les bibliothèques comme ici. Et très peu de personnes étudient cette partie-là. C'est vraiment, vraiment dommage. Et toi, tu l'as étudié en Uruguay. Tu es théologienne. Bon, je ne suis pas théologienne parce que je n'ai pas le titre de théologienne. J'ai fait des études de théologie. Donc, j'ai eu la chance d'être dans les premières femmes. Il y a une grande femme théologienne en Uruguay qui a fait ses études ici en Suisse, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire des études de théologie pour les femmes en Uruguay. Elle s'appelle Maria Teresa Porchile, qui a travaillé beaucoup sur la femme en Église. Mais ça, c'est à part. Mais nous, on a été un groupe de jeunes femmes qu'on a pu rentrer et faire des études de théologie. Et c'était que la formation des séminaristes soit ouverte aux femmes. Donc, j'ai des amis qui sont devenus des vraies théologiennes et qui ont fait même des doctorats à Rome. Moi, je voulais juste faire l'enseignement social de l'Église. C'était quand j'ai eu mon rendez-vous, j'ai dit tout le reste ne m'intéresse pas. Et le recteur m'a dit, ça se passe pas comme ça. Donc, il m'a fait faire l'ecclésiologie, la christologie. Bon, il m'a mis partout. Du coup, j'ai étudié ça et il y a fort longtemps, j'étais jeune. Mais même ça, c'est incroyable parce que c'est Gustavo Gutiérrez, le nom est venu, qu'une fois, on était dans une rencontre avec lui et il a dit, mais ça, c'est rien à tout ce que nous, on avait voulu, on a amené au concile, Inès, on était vraiment déçus. Et moi, quand il a dit ça, je me suis dit, bon, mais c'est déjà super, tu vois, quand tu dis ça. Mais c'est vrai que quand
on lit les travaux de la théologie de la libération, tout ce que fait Eldar Camara et... Les théologies de la libération sont nées dans ces contextes de pression en Amérique latine pendant les dictatures, et là aussi à l'écoute du peuple et de ses besoins fondamentaux qui étaient bafoués. Donc c'est vraiment une théologie dans le concret de la vie et qui vise des transformations pas juste sociales mais aussi sociétales, des renversements de pensée. Et ça s'est appliqué pas juste aux pauvres, mais plus tard aussi aux personnes racisées, aux femmes et Exactement. d'autres. Un Dieu qui agit aujourd'hui et maintenant si on lui donne la possibilité. Et ça, j'aime beaucoup cette idée d'un Dieu qui n'est pas loin, qui est avec nous, mais qui est capable de transformer même des structures. Et même si on veut pas, mais l'Église a reconnu le péché structurel. Donc, c'est quelque chose qu'on parle très peu ici, ou presque pas, mais il y a un pasteur protestant qui a écrit un livre. La première phrase dit comment d'un Dieu aimant et tout ça, on a fait un Dieu moral. Je veux dire, c'est la seule chose qu'on parle ici, c'est le péché moral ou le péché sexuel, j'ai envie de dire. Et on a oublié tout le reste. Et moi, j'aimerais des fois rappeler à l'Église, et c'est pour ça que j'aime travailler avec les plus pauvres, de cette option préférentielle pour les plus pauvres, parce que Dieu est autre chose que la morale, que c'est quelque chose qui va au-delà et qui nous saisit tout notre être. Et c'est ça que je dis, que j'ai la chance de travailler avec les personnes en grande précarité, parce que et regarde pas ton ongle incarné, parce que sinon, je veux dire, c'est autre chose. C'est quelque chose qui parle à tout ton être. Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme péché structurel ? C'est quoi ? C'est le capitalisme, c'est le patriarcat, c'est notre fonctionnement de hiérarchie. Où est-ce que tu le vois, ce péché structurel qui, juste pour préciser, ne met pas un poids de culpabilité sur une personne, mais qui va élargir et voir un système global dans lequel on vit toutes et tous ? Bon, moi, ce que je dis, c'est déjà le fait que on ne donne pas la possibilité de travailler à des personnes juste à cause d'un passeport. Ça, je trouve inadmissible. Je trouve inadmissible qu'on a mis autant d'argent dans ces structures d'accueil et qu'on ne pense pas aux enfants qui vont à l'école. On est capable de les sortir de ces structures d'accueil collectives en plein, je ne sais pas, en janvier, et ils vont à l'école. Ah, c'est pas notre problème. C'est le problème de qui alors ? Je veux dire, c'est ces structures qui broient même les personnes qui essayent de s'en sortir. Et ça, on voit la quantité d'argent qu'il y a et des sommes astronomiques et qu'on n'arrive pas à qu'il tout le monde ait à vivre et à manger. Je veux dire, c'est énorme. L'autre jour, je ne sais pas si je peux le dire, mais la campagne de carême de l'Église, on parle sur la faim et on dit mais on ne veut pas vous culpabiliser. Mais si on n'a pas une pointe de responsabilité, si on ne se sent pas une pointe responsable des personnes qui meurent de faim aujourd'hui, comment on peut agir ? Moi, je trouve qu'on doit avoir comme une piqûre de rappel qu'on a une certaine responsabilité. Et ok, on ne veut pas parler de culpabilité parce que l'Église a parlé trop de culpabilité, mais quand même, on doit se sentir un minimum responsable de l'enfant qui meurt, des personnes qui essayent de traverser la Méditerranée. On doit se sentir responsable, sinon on ne peut pas agir. Si on ne se sent pas responsable, on n'agit pas. J'ai eu cette discussion avec un ami parce que ça m'avait interpellé quand, dans notre entretien de préparation, tu m'avais parlé de ce thème de la faim en église. Je t'avais entendu dire avec encore plus de force vocale, il faut culpabiliser. Sans dire, il faut pas faire que ça. Puis tu avais eu là, en me le disant, un mouvement du corps vers l'avant. Et j'avais eu cette discussion avec un ami qui me disait, mais moi la culpabilité, ça me bloque. Et c'est vrai que n'entrons pas dans des choses qui vont nous avachir, nous faire perdre de la force, mais je sens que chez toi, cette culpabilité qui t'amène à une responsabilité et une action, il y a quelque chose de moteur, un peu de l'ordre de la révolte, de l'injustice, qui te donne envie d'agir. Et un psychologue m'avait dit, et ça m'a parlé, a dit la culpabilité te sort de la victime et justement de l'impuissance. Parce que si tu es
coupable, tu as les rênes en main et c'est toi qui as les commandes. C'est vrai que moi, quand on m'invite pour faire les homélies, il y a un prêtre. Donc l'homélie, c'est pendant la messe. Pendant la messe ou la prêche, oui, c'est ça et tout ça. Moi, j'essaye toujours de ne pas justement culpabiliser parce que je pense que quand on commence à culpabiliser, les personnes ferment c'est un peu ce que dit ton ami. Mais moi, je dis que quand on sent en soi, dans notre être, la culpabilité, c'est différent que quand on l'a dit. Je ne sais pas comment dire. C'est quand quelqu'un veut te culpabiliser, c'est un discours moralisateur, donc tu t'enfermes et tu te bloques. Et quand tu la sens dans quelque part de ton corps, je ne sais pas si c'est une épine dans le pied ou un dans coup la dans chair, le ventre. pour reprendre Paul. Mais je veux dire, ça te fait réagir. Parce que tu veux pas avoir cette piqûre de rappel. Et toi, c'est quoi ces lieux, ces choses qui te font culpabiliser, où tu as ton épine et qui est moteur? Je pense que cette histoire de Calcutta, de cet enfant-là, et je pense que jamais je vais l'oublier. Je pense que chaque fois qu'il y a des choses, même dans ma vie personnelle, c'est comme un rappel à l'ordre. Il te dit, je pense que je l'abandonne jamais. Je me rappelle de cette femme rome qu'une femme l'avait frappée dans la rue parce qu'elle était rome. Elle l'avait répondu. Bon, bref, c'était une histoire incroyable. Elle me disait, ça vaut même pas la peine d'aller au tribunal, Inès, je suis condamnée. Et à la fin de son procès, parce qu'on a fait appel et tout ça, elle s'est levée. Elle a dit, je suis ici parce que je suis innocente. Et moi, ça, je pense que c'est ça que tu te dis, dans cette machine de broyer qu'on a, elle a été innocente évidemment, parce que cette force comme ça qui fait lever, et c'est ça qui est mon épine du pied, c'est quand je dis non, c'est trop dur, non, ça va pas le faire, Inès, t'es petite, t'es vraiment minuscule, tu n'existes pas. Il y a ces piqûres de rappel qui te disent « vas-y ». Je ne sais pas comment dire, c'est qui ne me laisse pas tomber les bras, même si beaucoup de fois j'ai envie de baisser les bras et je me sens coupable de baisser les bras parce que vraiment je pourrais baisser les bras et faire un autre travail et ça c'est clair. Et là, je me sens coupable. Merci, ça fait du bien d'entendre des personnes qui travaillent dans ce milieu, pour qui c'est vraiment ton boulot, qui passe aussi par là. Moi, ça me permet aussi de me libérer un peu de mes moments de culpabilité. Je me dis, chouette, je suis simplement humain. C'est clair. Ça m'a sûrement fait aussi un peu prendre un podcast sur la transition écologique et sociale aussi. Avec le micro pour avoir des témoignages de personnes qui ont non seulement pensé à ça, mais aussi qui l'agissent. Et j'aime beaucoup dans tes témoignages ce que tu relais des rencontres que tu fais. Et d'ailleurs, c'est une de tes nouvelles formations de relayer des témoignages puisque tu es devenue biographe. Alors oui, moi je suis amoureuse des histoires de vie des personnes que je rencontre, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai voulu faire cette formation. Et j'ai passé par la case de faire mon histoire de vie pour savoir ce que c'était aussi parler des personnes qui ont fait mal. Ça a été une période de pardon aussi et de voir que les personnes qui avaient fait mal, c'était un chapitre, pas toute la vie. Et ça fait du bien aussi. Et de pouvoir écrire les histoires de vie des personnes. Là, c'est quelque chose que je pense que quand les forces manqueront pour autre chose, pour d'autres combats, je pense que celle-là restera. Et d'écouter, d'écrire, de mettre des mots à tout ce qui c'est non-verbal aussi. Et de pouvoir redonner un sens et une structure à la personne. Parce que les personnes qui se retrouvent à la rue n'ont pas une idée de leur vie. La vie est fragmentée, très fragmentée. Ils n'ont pas comme un fil rouge. Et à la fin de ces récits de vie, tout le monde dit « Ah, mais moi, je voyais, c'était chaotique. C'est pas si chaotique que ça, ma vie. » Et c'est ça aussi, et d'être héros de sa propre histoire. Et c'est vraiment une belle expérience de co-construction parce que moi, je donne mon savoir-être et la personne donne tout le reste. Waouh, c'est beau ce que tu dis, ça me parle.
Est-ce que c'est aussi une corde en plus que tu as pour leur permettre de retrouver du pouvoir sur la vie, alors que la rue enlève ce pouvoir, quoi? C'est exactement ça. Mais je pense que l'image, parce que l'autre jour, je faisais une formation avec un théologien qui réfléchit beaucoup sur ça, et il s'appelle Étienne Grieux, et je disais, c'est pas seulement que les personnes ont intériorisé cette idée de eux, comme tu dis toi, de la rue enlève le pouvoir, mais on enlève le pouvoir à chaque fois qu'on les regarde comme on les regarde, à chaque fois qu'ils doivent faire des queues pour tout, à chaque fois que personne sait leur prénom, à chaque fois qu'ils sont déshumanisés. Et donc, cette possibilité de reprendre contact avec leur dignité qui n'est jamais enlevée, mais qu'elle est ignorée, c'est quelque chose qui donne des racines et des ailes, pour dire comme ça, parce que ça, en même temps, ça ancre la personne. Elle peut prendre de l'auteur pour voir les épreuves dont elle a passé, dont elle peut raconter. Donc, si elle peut les raconter, ça veut dire qu'elle les a réussi d'une façon ou d'une autre. Et en même temps, ça donne l'ouverture à une autre possibilité d'une autre vie. Et c'est quelque chose, comme tu dis, c'est retrouver ce pouvoir que les structures les a enlevées, et le regard des autres change aussi. Parce que si la personne a pu écrire son histoire, ça veut dire qu'elle est quelqu'un. Oui, cette dignité qui ne peut pas être enlevée, c'est vraiment une conviction qu'on peut partager, quoi. La dignité humaine est, mais pourtant elle est camouflée. Et là, c'est ta parole au micro qu'on a, toi qui n'es pas heurté par ça, mais en termes de publication de ces récits de vie, ils vont pouvoir aussi être publiés par l'écrit. Oui, c'est ça. Et ça, c'est grâce à Édition Ouverture, le moment de pub est arrivé. Et la première publication sera dans cette maison le 24 mai. Et ça a été beau parce qu'au lieu de le faire pendant la nuit des églises, c'est l'ouverture de la nuit des églises. C'est à la fin de la nuit des églises, on offrira un brunch ici. Et c'est là où le livre va être présenté avec le témoignage de la autrice Léontine. C'est magnifique parce que dans la couverture, il n'y a pas mon nom, c'est elle, l'autrice. Et après, bien sûr, propos recueillis, parce que c'est comme ça. Mais je veux dire, c'est important de signaler ça. C'est l'autrice de sa vie. Exactement. Et après, il y aura la personne qui a fait les dessins aussi, s'appelle Marianne Épinay, parce que c'est une femme qui ne la connaissait pas, Léontine, et qui a été touchée par cette aventure et qui a voulu faire les illustrations et qui s'est laissée toucher par cette vie. Et c'est vraiment très, très beau. Et bien sûr, Maurice Gardiol. Oh, merci Inès, on arrive sur la fin de cet entretien qui a été vraiment d'une richesse pour moi. Cette mise en mots, cette écoute que tu as. Je suis content de pouvoir offrir tout ce que tu écoutes de ces gens avec qui on a souvent plus ou trop de distance. Pour terminer, on a toujours une question finale pour notre entretien, puisque en espérant, ça veut dire être enceinte, en gestation. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans notre monde qui est en gestation, qui est en train d'amener vers des fruits? Je pense qu'on est en train de parler beaucoup, et c'est quelque chose qui n'a pas de forme encore visible, même s'il y en a une, mais l'exclusion, et que l'exclusion est le fait de ne pas pouvoir manifester qui on est réellement. Je parle bien sûr des identités sexuelles ou asexuelles, ou comme on veut les appeler, mais je veux dire que cette façon de parler de l'identité qui fait réagir autant les personnes et nous révèle tous ces types d'exclusions qui font autant mal, et le fait de ne pouvoir dire qui on est. Et ça, je pense qu'on ne peut pas être actuellement dans ce monde-là sans avoir une certaine sensibilité, même si c'est une réaction de colère ou même si c'est de l'incompréhension, mais on ne peut pas être indifférent à ce mouvement qui est en train de naître, de dire il faut qu'on accepte tout le monde comme on est et on ne peut plus formater. Même si la société a tendance à formater, tu me demandais tout à l'heure, je pense que c'est en train de voler en éclats cette idée de formater. On est tous des êtres uniques et différents. Et je pense que c'est ça qui est en train de se jeter et qui est en train de faire
trembler toutes nos structures. Et je félicite et je remercie à toutes ces personnes qui, dans leur vie, s'exposent à cette colère ou cette haine ou ces réactions à cause de vouloir vivre simplement comme on est. Merci pour ce regard-là et puis nous rappeler ce mot d'une exclusion vécue, mais qui, une fois plus thématisée, conscientisée, puisse permettre un nouveau monde à naître. Merci Inès. Merci Nicolas. Vous avez écouté mon échange avec Inès Calstas que je remercie vivement. Comme vous l'avez entendu, elle n'a pas publié son récit de vie, mais vous pourrez vous procurer à la fin du mois le livre de Léontine, Des départs sans au revoir, aux éditions Ouverture. Et si vous êtes sur Genève le 24 mai, n'hésitez pas à la rencontrer à 11h à l'église du Sacré-Cœur pour son vernissage. Ce podcast est une coproduction de la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise et de Regard Protestant. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Faites-nous part de vos retours en nous écrivant à podcast@enespérance.ch. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur Substack, nous suivre sur le compte Insta de Regard Protestant Podcast et rejoindre notre serveur Discord pour discuter avec d'autres auditeuristes des sujets qui nous animent. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Nous remercions Laurent Bazard pour l'habillage sonore et Héloïse Basselet pour le montage vidéo de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, on vous dit à bientôt et surtout, restez en espérance.